Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de vous être connectés à ce webinaire qui va donc porter sur les troubles digestifs et comment trouver des solutions à ces fameux troubles digestifs. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis Charlotte Cornavin. Je suis naturopathe et sophrologue et je pratique donc à distance, en visioconférence, un peu comme ce qu'on fait ici, et puis en cabinet dans la région de Sisteron. Voilà. Euh, alors, on va commencer par un petit sommaire, savoir ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va d'abord aborder les bases anatomiques de la digestion parce que c'est très important pour comprendre vraiment ce qui se passe au niveau de la digestion. Ensuite, on va regarder ce qui peut perturber la digestion. Et puis ensuite, on va voir les conséquences d'une digestion qui fonctionne pas bien et comment chouchouter ses intestins. Voilà. Donc d'abord, on va parler, comme je vous le disais, des bases anatomiques. Donc qu'est-ce qui se passe entre le moment où j'ai une assiette devant moi et le moment où j'évacue par les selles les déchets. Voilà. Alors, tout d'abord, on va parler de l'ingestion. Donc, la première partie de la digestion, ça se passe au niveau de la bouche et de l'œsophage. Et même avant cela, ça se passe au niveau de l'assiette. Parce que la première étape, en fait, c'est de permettre au cerveau de sentir, de goûter, de voir, avant de goûter, de sentir et de voir ce qu'il y a dans l'assiette. Sentir les odeurs, voir effectivement les aliments qui se présentent devant soi, pour que le cerveau puisse déclencher en fait la sécrétion d'enzymes de suc digestif adéquats au niveau du reste du tube digestif. Voilà. Et ça permet une deuxième chose, c'est de saliver. Parce que quand on dit que quelque chose nous met l'eau à la bouche, c'est pas juste une image. Vraiment, ça permet de saliver. Et dans la salive, il y a déjà des enzymes digestives euh, qui sont des amylases, donc qui permettent de digérer les glucides. Et donc, préparer la salive, enfin saliver, en fait, ça permet effectivement de prédigérer. Deuxième chose, évidemment, c'est de mastiquer. Mastiquer, c'est le seul moment où on a un contrôle sur sa digestion. Tout le reste, en fait, se passe à l'intérieur de nous. On n'a aucun contrôle mental, conscient sur ce qui se passe. La mastication, c'est extrêmement important parce qu'il faut réduire en bouillie, dans une bouillie assez fine, la nourriture pour que le reste du système digestif puisse traiter cette bouillie. S'il reste des aliments intacts, le reste du système digestif ne saura pas digérer ces aliments. Et en général, dans ces cas-là, on retrouve des aliments intacts dans les selles. Voilà. Et puis saliver, comme je vous disais, donc ça permet de produire des enzymes, notamment qui dégradent les glucides. Voilà. Cette étape-là, jusqu'à l'estomac, ça dure environ 20 minutes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, le bol alimentaire, on appelle ça comme ça, arrive à l'estomac. D'accord? Euh, avant de, avant de parler de l'estomac, du foie, du pancréas, on va faire un petit point quand même sur les enzymes. Enzymes digestives, parce que je vais en parler pas mal, et c'est assez important à comprendre. Donc, qu'est-ce que sont les enzymes digestives? Ce sont des petites protéines qui sont produites par le corps pour dégrader, donc découper en plus petits morceaux, en plus petites molécules, les aliments. Donc déjà, ils sont broyés par les dents, la langue, puis aussi dans l'estomac, ils vont être broyés, ils vont être secoués dans tous les sens. Mais les enzymes, c'est des petites protéines qui viennent dégrader en tout petits morceaux les, euh, les aliments. Voilà.
Et ça permet de les dégrader en d'assez petits morceaux pour qu'ils passent à travers les parois de l'intestin dans le système sanguin et qu'ensuite le système sanguin envoie ces molécules dans tout le reste du corps. Voilà, dans tous les organes, les muscles, le cerveau, tous les endroits où il y a besoin de ces nutriments. Voilà. Les nutriments qui sont principalement, on va parler des macronutriments, qui sont donc les glucides, les protéines, les lipides. On va aussi parler des acides nucléiques, donc c'est ce qui permet de former l'ADN, puisque, comme vous le savez sûrement, nos cellules du corps meurent et se renouvellent chaque jour. Donc, pour se reproduire, elles ont besoin de créer à nouveau de l'ADN, et ça vient notamment du recyclage des cellules qui meurent, mais aussi de l'alimentation. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac? D'abord, donc, comme je vous disais, il y a un broyage, parce qu'il y a du mouvement dans l'estomac, ça s'appelle, je me souviens plus, j'ai un trou, mais donc il y a le péristaltisme, qui est un mouvement qui, on va dire, un peu comme un ver de terre, voilà, un peu un mouvement de ver de terre, dans le tube digestif, donc que ce soit au niveau de l'œsophage et au niveau de l'intestin grêle ensuite et du côlon. Donc là, le péristaltisme, on va en reparler. Et il y a un broyage aussi qui se passe au niveau de l'estomac. Dans l'estomac, ce qui va principalement être dégradé grâce à l'acidité gastrique, c'est les protéines. Voilà. Donc, c'est pas les glucides, c'est pas les lipides, c'est principalement les protéines. Et il va y avoir aussi une production d'enzymes. Donc, dans l'estomac, il y a le broyage, l'acidité et les enzymes qui vont donc produire des enzymes, principalement à nouveau pour dégrader les protéines et un peu les lipides. Voilà. Mais pas les glucides. Les glucides, c'est pas au niveau de l'estomac. C'était déjà au niveau de la salive, et on va le voir, c'est ensuite au niveau de l'intestin grêle. Une dernière fonction de l'estomac, c'est de produire ce qu'on appelle le facteur intrinsèque. Donc ça, c'est une molécule qui permet de transporter la vitamine B12 dans le reste du corps. Pas de facteur intrinsèque. On a beau manger de la vitamine B12, elle ne sera pas transportée, donc on sera quand même en carence. Ça, c'est important pour la suite. Au niveau du foie, donc le foie, c'est ce qu'on voit effectivement en rouge sur l'estomac, c'était en orange. Le foie, donc, c'est ce qu'on voit en rouge. Vous voyez que donc le foie, c'est le filtre du corps. Et en filtrant, il va produire, grâce aux déchets, en fait, du sang qu'il a filtré, il va produire de la bile. Voilà. Cette bile, elle va être dans la vésicule biliaire, donc c'est ce qu'on voit un petit peu en bleu-vert, là. Et cette vésicule biliaire, au moment où on consomme des aliments et où ils passent dans l'estomac, puis, voilà, ils traversent ici, ils vont dans l'intestin grêle, et bien à cet endroit-là, vous voyez, il y a le canal hépatique qui va se déverser ici avec, donc en jaune, ça c'est le pancréas, on va en parler tout à l'heure. Donc avec les sécrétions du pancréas vont se déverser dans l'intestin grêle. Et donc la bile qu'on voit ici, elle va permettre de ce qu'on appelle ça émulsionner les lipides. Donc émulsionner, c'est à nouveau les découper en tout petits morceaux. Donc là, c'est spécifiquement pour les lipides. Le pancréas, donc en jaune ici, avec le canal pancréatique en bleu, il va avoir plusieurs fonctions, mais en tout cas au niveau de la digestion, sa fonction, ça va être de produire principalement des enzymes pancréatiques, et là qui vont pour le coup dégrader tout, c'est-à-dire des glucides, des lipides, des protéines et des acides nucléiques. Voilà. Dans l'estomac, donc avant que qu'il n'y ait la vidange gastrique, donc c'est quand l'estomac se vide dans l'intestin grêle, ça dure environ 4 heures. Voilà. Ensuite, pas tout à fait fini.
Donc là, on arrive dans l'intestin grêle. Donc vous le voyez, là, c'était le début de l'intestin grêle, et puis ça passe derrière le côlon. Donc ça, c'est côlon ou gros intestin. Et ça arrive dans l'intestin grêle. C'est là qu'il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Il est d'abord donc le bol alimentaire, il est d'abord dégradé par les enzymes pancréatiques et la bile hépatique dont on vient de parler. À ce moment-là, les lipides, ils sont en assez petits morceaux pour traverser la barrière, l'intestin, voilà, la paroi de l'intestin grêle, pardon. Donc à ce moment-là, assez vite, en fait, les lipides, ils traversent et ils arrivent dans le sang, puis dans le foie, etc. Et ils continuent leur trajet. En revanche, les autres éléments, donc les glucides, les protéines et les acides nucléiques, eux sont pas encore en assez petits morceaux. Donc ils vont encore avoir besoin d'enzymes qui vont être produites par l'intestin grêle lui-même. Donc ça va les découper en encore plus petits morceaux pour obtenir, donc pour les protéines, ça va devenir des acides aminés, pour les lipides, ça va devenir des acides gras, pour les glucides, ça va devenir des oses, O-S-E-S. Voilà, on va le voir aussi tout à l'heure. Et puis les acides nucléiques, donc ça va produire des bases azotées. Et tout ça, donc à nouveau le péristaltisme qui permet de faire avancer les nutriments dans le sang. Ça va finir par traverser la barrière de l'intestin grêle pour arriver dans le sang. Donc, c'est très important de comprendre que c'est vraiment dans l'intestin grêle que se passe l'assimilation, donc le transfert des nutriments, des acides aminés, acides gras, oses et bases azotées dans le sang. D'accord? Comment c'est possible? Eh bien parce que les parois de l'intestin grêle sont très très fines, elles sont composées d'une seule cellule en fait. Une cellule, mais bon, évidemment des millions de cellules qui sont reliées les unes aux autres, mais en épaisseur, ça n'est qu'une seule cellule. Et ces cellules qu'on appelle des entérocytes, entéro pour les intestins, cytes pour cellules, donc cellules de l'intestin. Voilà. Ces entérocytes, ils vont donc laisser passer, filtrer tout ce qui doit passer dans le sang et qui doit nourrir effectivement l'organisme, de ce qui doit rester dans l'intestin grêle parce que ça n'a rien à faire dans le corps humain et qui doit donc continuer sa route jusqu'au rectum. Voilà. Ensuite, donc, une fois que ça a effectivement traversé l'intestin grêle, donc on arrive au cécum, ici, et ça se déverse dans le côlon. Voilà. Dans le côlon, ici, il y a l'appendice. Donc, quand on a des crises d'appendicite, c'est ici. C'est notamment une grande source de bactéries. Dans le côlon, ici, il y a encore des éléments qui sont récupérés, qui sont l'eau, donc l'hydratation, ce qui fait que le bol alimentaire, qui était encore une bouillie, devient, à la fin de son trajet, donc vers ici, des matières fécales bien plus compactes, parce que l'eau a été retirée, a été récupérée par le corps pour l'hydratation. Et les oligoéléments. Donc, les oligoéléments, c'est le zinc, le magnésium, le calcium, le manganèse, voilà, il y en a énormément. Donc, ça compacte effectivement les matières indigestes qui n'ont pas été récupérées par l'intestin grêle pour être assimilées en sel. Et surtout, le côlon, donc là, en vert, c'est le siège de notre microbiote. Microbiote, on en reparlera, mais c'est extrêmement important. Et puis, bah, évidemment, pour finir, l'évacuation qui se passe au niveau du rectum. Voilà. Donc là, on a vu les bases de l'anatomie, donc de l'ingestion jusqu'à l'évacuation.
Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire, donc pour discuter de ce qui peut perturber. Il y a énormément de choses qui peuvent perturber la digestion. On va essayer de se concentrer sur les principaux. Voilà. Donc, ça, on en a déjà parlé. La mastication insuffisante. Comme je vous l'ai expliqué, on a un aliment dans l'assiette, donc à ce niveau-là. Seul contrôle qu'on a sur la digestion, c'est la mastication. Si la mastication n'est pas faite correctement, ça ne va pas, le premier niveau de dégradation ne va pas se faire correctement. Donc, on ne va pas obtenir des lipides, des glucides, des protéines. On va rester sur, bon là c'est des fraises, il n'y a pas beaucoup de protéines et de lipides dans les fraises, mais en soi, le bol alimentaire, en fait, ça va être des aliments qui sont restés intacts et qui ne vont pas pouvoir être divisés parce qu'ils n'ont pas été assez broyés. Si cette étape-là n'arrive pas, évidemment que les enzymes ne peuvent pas faire leur travail pour transformer les protéines en acides aminés, les glucides en ose et les lipides en acides gras. C'est impossible. Conséquence de ça, évidemment que rien ne peut passer dans le sang. Donc, non seulement vous avez mangé pour rien, puisque ce que vous avez mangé n'apporte rien à votre organisme, et vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du temps, et en plus, vous allez prendre du poids parce que vous n'allez pas nourrir le corps, mais il y a quand même des lipides et des glucides qui vont être transformés de mauvaise manière et qui vont finir en adipocytes, donc en cellules de graisse. Voilà. Deuxième grande source de mauvaise digestion, et qui est malheureusement assez peu connue, c'est l'hypothyroïdie. Il faut savoir que la thyroïde, elle contrôle de très 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 nombreux aspects de la digestion, donc on va en voir 4, mais elle contrôle l'estomac, le foie, le pancréas et les muscles. Donc je vous parlais du péristaltisme, là, le ver de terre, c'est le mouvement. En fait, les parois du tube digestif et de l'estomac, elles sont composées de muscles. Ce sont des muscles qu'on appelle lisses, contrairement aux muscles striés qui sont les muscles qu'on contrôle consciemment. Les muscles lisses, c'est le cœur, c'est les fameux muscles de la paroi intestinale, etc., qui sont contrôlés par notre organisme de manière inconsciente. C'est la thyroïde, notamment, qui contrôle, contrôle pas les mouvements, mais si on est en hypothyroïdie, on va être en paresse, en quelque sorte, de ces mouvements, de ces muscles. Donc, le mouvement ne va pas se faire correctement. On va en parler, donc, il va se passer la gastroparésie, notamment. Donc, c'est l'estomac qui ne fait plus assez de mouvements, qui ne brasse plus assez les aliments. Et donc, c'est comme une mauvaise mastication, c'est-à-dire que les aliments ne vont pas être assez bien dégradés pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ça provoque en majorité des reflux gastriques. La plupart des reflux gastriques voient leur source dans l'hypothyroïdie. Ça, c'est très très peu connu. Le péristaltisme, donc on vient d'en parler, c'est le fameux ver de terre. Pour la même raison que pour l'estomac, voilà, la thyroïde, en hypothyroïdie, on va avoir une paresse du péristaltisme. Donc, le bol alimentaire ne va pas avancer correctement, il va être ralenti. Ça va évidemment provoquer des constipations, mais, et on le verra plus tard, une digestion ralentie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dysbiose, parce qu'en fait, il va y avoir des fermentations. Imaginez votre... qu'est-ce qui se passe quand vous laissez pourrir des fruits? Ça fermente,
On le voit pas parce que c'est dans l'air, mais en fait, ça provoque des gaz. On en reparlera. Ça, en fait, ça provoque du coup une prolifération bactérienne, des gaz, donc des ballonnements, des gaz, qui abîment les parois intestinales et et le développement bactérien, ça va déséquilibrer le microbiote, provoquer ce qu'on appelle une dysbiose. Le biose, c'est quand le microbiote est en parfait équilibre. La dysbiose, c'est quand il est déséquilibré. Voilà. Donc, toute constipation, ou diarrhée d'ailleurs, est un signe de dysbiose, puisque si le mouvement est trop rapide ou trop lent, il y a à un moment prolifération bactérienne, de mauvaises bactéries malheureusement. De plus, donc comme la thyroïde contrôle l'estomac, elle contrôle aussi les sécrétions de l'estomac. Et donc les sécrétions d'acide et de facteurs intrinsèques. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on sécrète pas assez d'acide dans l'estomac, ça signifie que les protéines, puisque c'est elles principalement qui sont digérées par l'acidité gastrique, ne sont pas bien digérées, ne sont pas bien dégradées. Donc fermentation, gaz, reflux gastrique. Et le fait de ne pas produire assez de facteurs intrinsèques, comme je vous l'ai expliqué, c'est la molécule qui transporte la vitamine B12 dans le corps. Pas de facteur intrinsèque, pas de vitamine B12. Voilà. Et enfin, comme il y a aussi un contrôle par la thyroïde du foie et du pancréas, ben, il va y avoir une sous-production de la bile du foie. Donc, vous vous souvenez, la petite réserve de la vésicule biliaire, il n'y aura pas assez de production de cette bile et il n'y aura pas assez de production des sucs pancréatiques qui étaient donc en charge de dégrader tous les protéines, les lipides, les glucides et les acides nucléiques. Donc ça va provoquer une mauvaise digestion évidemment et puis des carences puisque à nouveau vous allez manger, même si vous avez bien mastiqué cette fois-ci, si vous êtes en hypothyroïdie, ces aliments, bah, ils vont rester dans le tube digestif où ils vont être très mal assimilés par le corps. Voilà. Une troisième grande raison d'une mauvaise digestion, et qui est assez mal connue aussi, ce sont les incompatibilités alimentaires. Donc, revenons sur les bases anatomiques. Comme on l'a vu, tous les aliments ne sont pas digérés au même moment, ni au même endroit. D'accord? Donc, les protéines, elles sont beaucoup digérées dans l'estomac grâce à l'acidité de l'estomac et grâce aux sucs pancréatiques qui sont produits dans l'estomac. À l'inverse, les glucides ils vont commencer à être digérés, dégradés par l'amylase salivaire. Dans l'estomac, il ne va pas se passer grand-chose pour les glucides. En revanche, dans l'intestin grêle, c'est là que va être terminée la digestion pour permettre l'assimilation. Et voilà, les lipides, qui sont un petit peu dégradés dans l'estomac, beaucoup au niveau du début de l'intestin grêle, qu'on appelle le duodénum, grâce à la bile hépatique. Voilà. Donc, puisque tous les aliments ne sont pas digérés au même moment ni au même endroit, quand on les consomme en même temps, il y a certaines incompatibilités auxquelles il faut faire vraiment attention. Quand on les consomme au même moment, ça va créer, alors soit ça va forcer l'organisme, et notamment l'estomac, à choisir quel aliment il va prioriser, soit ça va créer des fermentations. Donc des petits exemples. Quand on mange des protéines avec des féculents. Comme je vous le disais, les féculents, c'est des glucides. D'accord? Donc, comme je vous le disais, les glucides, ils commencent à être dégradés dans la bouche, puis après l'estomac.
Les protéines, c'est dans l'estomac. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on mange des pâtes à la bolognaise, par exemple? Il va se passer que le corps, il va devoir choisir entre dégrader les glucides, enfin le corps, en l'occurrence l'estomac. L'estomac, il va devoir soit se mettre en acidité importante, c'est-à-dire un pH bas, en général autour de 2, pour pouvoir digérer la viande, soit il va se mettre en pH un peu plus neutre. Ça reste acide, hein, l'estomac. Il va se mettre à 5 pour pouvoir digérer les pâtes. Mais s'il se met en acidité 5, il ne peut pas digérer les protéines. Et inversement, s'il se met en acidité 2, les glucides, ils vont fermenter en fait dans l'estomac. Ça va provoquer des gonflements, des reflux gastriques peut-être, et puis des fermentations dans le reste de la digestion. Donc les incompatibilités, quelles sont-elles? On vient d'en parler, les féculents avec les protéines animales. Donc idéalement, on en reparlera, mais idéalement, il vaut mieux manger soit beaucoup de viande, très peu de féculents, soit beaucoup de féculents, très peu de viande. Comme ça, l'organisme, il sait ce qu'il doit privilégier et la digestion se passe beaucoup mieux. Les féculents avec les acides, de la même manière, pour la même raison que les protéines animales. Les acides, ils ont besoin, l'estomac se met en mode acide pour digérer les acides. Qu'est-ce qu'on appelle acide? Tout ce qui est à base de tomates. Donc la sauce bolognaise, on y revient. La pizza, toutes les sauces, les pâtes avec de la sauce tomate. Voilà, donc tout ce qui est à base de tomates, quand elles sont fraîches et crues, elles sont moins acides que quand elles sont cuisinées. Ça, il faut le savoir. Donc tout ce qui est à base de sauce tomate avec des féculents, c'est compliqué. Le vinaigre, toutes les agrumes, le pamplemousse, le citron, les oranges, voilà. On évite de manger avec, c'est un peu plus facile à appliquer avec du pain ou avec d'autres féculents. Le vin, principalement le blanc et le rosé, à éviter plutôt quand on mange des féculents. Voilà, principalement, ça va être ces aliments-là qui vont être problématiques et qu'on rencontre assez souvent. Et la dernière incompatibilité alimentaire, ce sont les glucides simples ou rapides, comme tout ce qui est tout ce qui est à base de sucre, les bonbons, le miel, les fruits, surtout les fruits frais, avec n'importe quel aliment. Voilà, la bonne nouvelle. Ce que ça signifie, en fait, les glucides simples ou rapides, ils portent assez bien leur nom parce qu'ils sont très très rapidement assimilés. Très très rapidement, en fait, ils vont passer de la bouche, l'estomac, ils vont quasiment pas y faire d'arrêt. Très très vite, il va y avoir la vidange gastrique dans l'intestin grêle. Et de même, ils vont être, même dans l'intestin grêle, assez vite assimilés et évacués. Si on mange un fruit frais en fin de repas, ce qui est quand même souvent le cas, et on pense que c'est très très bon pour la santé, que c'est un dessert très sain. Petite salade de fruits, un petit fruit, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, on vient de manger notre assiette, donc notre bol alimentaire est donc sur l'estomac. Il est en train d'être brassé, traité par l'estomac. Et dessus, on va y ajouter un aliment qui, lui, a besoin d'être digéré très très rapidement. Ben, ce qui va se passer, forcément, c'est que ça va rester au-dessus du bol alimentaire et fermenter, donc créer des gaz, des bactéries, de la dysbiose, des ballonnements, tout ça. Donc les fruits, principalement parce que bon, le miel, le sucre, les fruits et les sucreries, mais on va privilégier les fruits, c'est quand même important de les manger soit 20 à 30 minutes avant le repas, pour leur laisser le temps de faire leur chemin express,
soit au moment du goûter ou de la collation du matin, si vous avez faim au goûter ou le matin à 11 heures, c'est à ce moment-là qu'il faut manger vos fruits. Certainement pas en fin de repas. Surtout si vous êtes sujet au ballonnement en fin de repas, pensez déjà aux fruits. Voilà. Ensuite, voilà. Donc là, on a vu les principales causes de problèmes intestinaux. On va regarder ce qui se passe, en fait. Donc, on en a un petit peu parlé quand même, hein. Donc, quand la digestion est ralentie, comme je vous expliquais, il y a des aliments qui ont besoin que la digestion avance. Si elle est ralentie, pour quelque raison que ce soit l'hypothyroïdie, que ce soit parce que pour incompatibilité alimentaire, mastication insuffisante, la digestion est ralentie. Il y a des fermentations qui se produisent, comme je vous le disais, les aliments, ils vont produire donc des bactéries. Ces bactéries, elles vont produire du gaz. Et donc ce gaz, on va d'abord parler de ça, il va faire gonfler les parois intestinales. Et il va, je vous le disais tout à l'heure, on a des entérocytes, donc les petites cellules qui forment la paroi intestinale. Elles sont reliées entre elles par ce qu'on appelle des jonctions serrées. Ces jonctions serrées, si ça gonfle, c'est pas les cellules qui vont s'étendre, c'est ces fameuses jonctions serrées qui vont se desserrer. Or, vous avez des cellules qui sont bien serrées. Si elles se desserrent, vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, il y a des aliments qui ne devraient pas du tout passer, qui passent, qui ne sont plus, qui n'ont plus la barrière, la gare de triage des entérocytes, qui peuvent passer directement dans le sang. Puisque là, donc là, c'est l'intestin. Là, vous avez les petites cellules, les entérocytes. Et ici, vous avez un capillaire sanguin, un tout petit vaisseau sanguin. Là, c'est desserré, n'importe quoi peut passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses qui ne devraient pas y passer, évidemment. Ça veut dire des aliments qui n'ont pas été encore assez réduits, pas assez encore dégradés. Et ça va provoquer, ça va devoir être traité par le foie et aussi éventuellement par les reins, parce que ce sont les filtres de notre corps, d'accord? Donc ça va surcharger ces deux organes, ce qui va provoquer d'autres troubles dans le corps. Ça peut provoquer plein de choses. Une surcharge du foie, ça peut provoquer des migraines, ça peut provoquer des vertiges, des problèmes de peau, plein de choses. Problèmes de reins aussi. Et puis ça va aussi éventuellement avoir un phénomène inflammatoire. Parce que le système immunitaire, on va en reparler, va être surchargé parce qu'il y a des éléments qui passent dans le sang qui ne devraient pas y être. Le système immunitaire, son boulot, c'est justement tout ce qui est intrus, de le détruire. Sauf que là, du coup, à partir du moment où il y a énormément d'aliments qui passent, qui ne devraient pas y passer, ça va surcharger le système immunitaire et donc provoquer des inflammations dans le reste du corps. Et éventuellement, aller aussi provoquer des allergies, parce que le système immunitaire, il est surchargé, et une allergie, finalement, c'est une défaillance, enfin, c'est une suractivité du système immunitaire qui croit que des aliments ou des éléments, parce que ça peut être le pollen, par exemple, des éléments qui sont inoffensifs normalement, sont en train d'attaquer le corps, d'accord? Donc c'est une suractivité du système immunitaire. Donc voilà, ça peut être provoqué par des désordres intestinaux, ça il faut le comprendre. Et en général, c'est très lié aux désordres intestinaux, les allergies, quelles qu'elles soient. Allergies alimentaires, respiratoires, cutanées, peu importe. Donc il faut toujours regarder du côté de l'intestin et de la dysbiose intestinale. Donc ces gaz, comme je vous disais, non seulement ça provoque des gaz, c'est pas très agréable, mais surtout, ça distend les entérocytes. Et ça va provoquer
beaucoup de dégâts. Les mauvaises bactéries, donc pareil, fermentation égale prolifération de mauvaises bactéries, dysbiose, et, et de la même manière, donc ça va affecter le système immunitaire, puisque, on va en reparler, mais le siège du système immunitaire se trouve dans les intestins. Donc quand il y a dysbiose, il y a aussi troubles immunitaires et baisse de l'immunité. Donc on se retrouve à être malade en hiver tout le temps, par exemple. Les enfants qui sont malades tout le temps, mais il faut regarder s'ils n'ont pas une intolérance alimentaire, par exemple. Voilà. Donc c'est un cercle vicieux. HPI, là, que j'ai mis en fin de cercle vicieux, c'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Donc c'est les fameux trous, en fait, dont je vous parlais, entre les entérocytes. Donc l'intestin devient perméable. Voilà. Donc il y a hyperperméabilité intestinale et dysbiose. Et donc le système immunitaire, évidemment, ce sont les deux faces d'une même pièce, le système immunitaire et digestion. D'abord parce que le microbiote est situé principalement, est situé dans l'intestin, donc dans le côlon, pour être plus précis, le gros intestin. Et il est intimement lié, évidemment, à l'immunité. La deuxième raison, donc, c'est parce que les intestins, tout comme le système respiratoire ou la peau, ce sont nos barrières, littéralement, des barrières physiques, pour ne pas laisser rentrer des éléments qui pourraient nous infecter. D'accord? À partir du moment où on a une hyperperméabilité intestinale, des trous entre les entérocytes, la barrière, ben, elle est trouée. C'est comme quand on se coupe, en fait. La barrière cutanée, elle est trouée. Voilà. Donc on n'empêche plus les intrus de pénétrer dans l'organisme, on surcharge le système immunitaire, le foie, éventuellement aussi les reins. Et ça provoque des désordres dans tout l'organisme. Et puis, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, le système immunitaire, il y a 70% des cellules immunitaires qui sont situées dans l'intestin. Donc, dysbiose, eh ben, ça a des effets sur le système immunitaire, forcément. Et enfin, dernière conséquence, c'est la non-assimilation, évidemment, puisque si on ne digère pas bien, on n'assimile pas correctement tous les oligo-éléments, les vitamines, même les nutriments, glucides, protéines et acides gras. Et ça fait que notre corps est en carence. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi de le souligner. C'est la première conséquence, en fait, c'est les carences. Alors, comment on chouchoute ses intestins? Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qui est facile à mettre en place dans la vie de tous les jours, par tout un chacun. Et puis, on va aussi faire un petit point sur ce qui est possible de faire, accompagné par une naturopathe comme moi-même. Voilà. Alors, donc au quotidien, évidemment, on en a parlé, la mastication, toujours, c'est hyper important pour dégrader les aliments correctement. Donc, ce qu'il faut retenir, vous choisissez la méthode qui vous intéresse le plus, qui vous paraît la plus facile à mettre en place. Soit vous comptez le nombre de mastications et vous comptez au moins 20 mastications, si ce n'est 30. Il y en a même qui disent 37, c'est très précis. Mais déjà 20 mastications, c'est pas mal. Et ça paraît énorme hein, quand vous essayez au prochain repas, mais c'est important. Vous allez prendre des repas beaucoup plus longs. L'autre technique éventuellement, c'est de visualiser un repas que vous donneriez à un bébé qui est en train de faire qui est en train d'apprendre à manger solide, je me souviens plus du terme. Donc 6 mois, allez, 6-7 mois. Et imaginez que ce que vous êtes en train de mâcher, vous pourriez lui donner.
Donc, il faut vraiment que ce soit de la bouillie, qu'il n'y ait plus de morceaux du tout. Voilà. Sinon, bébé, il s'étouffe. Prendre ses repas en conscience. Donc ça, je vous le disais au tout début du webinaire, c'est important de regarder. Je vous dis pas de méditer pendant votre repas, c'est pas. Mais regardez ce qu'il y a dans votre assiette, au moins. Sentez, regardez, ayez l'eau à la bouche de ce que vous êtes en train de vous faire à manger ou que vous allez consommer. Prenez ce temps et du coup, ne regardez pas autre chose que votre assiette, ne regardez pas un écran, ne regardez pas un livre, ne lisez pas quelque chose, un magazine, quoi que ce soit. Vos yeux, ils doivent être concentrés sur votre repas. C'est important. Je sais que c'est difficile quand on mange seul. Moi-même, j'ai eu du mal. Mais maintenant, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les podcasts. Il y en a, c'est la musique. Vos oreilles, elles n'ont pas besoin d'être libres en quelque sorte ou d'être en pleine conscience pendant un repas. Donc, si vous avez besoin d'une sorte de présence pendant votre repas, écoutez quelque chose, de la musique, un podcast, peu importe. Mais ne regardez pas un écran, un livre, autre chose. La brique de lait. Regardez ce que vous mangez. Voilà, c'est important. Éviter les incompatibilités alimentaires, on en a parlé. Donc, on évite les glucides rapides, donc principalement les fruits frais, avec tout autre aliment. On évite les aliments acides, les agrumes, le vinaigre, le vin, notamment blanc et rosé, et les tomates cuites avec des féculents. Et on dose soit beaucoup de féculents, peu de viande, protéines, hein, parce que, excusez-moi, c'est la viande, c'est le poisson, c'est les œufs. C'est le fromage aussi. Donc, le pain fromage, soit on met beaucoup de pain, très peu de fromage, soit on met beaucoup de fromage, très peu de pain. D'accord? Et on met beaucoup de fromage. Bon, on en reparlera, mais il faut pas non plus exagérer sur les quantités de protéines de manière générale. Sinon, ça fatigue les reins. Donc on choisit soit beaucoup de protéines, soit beaucoup de féculents, mais pas un repas, pas steak frites, par exemple. Et oui, steak haricots verts avec un petit peu de frites ou un petit peu de riz. Mais voilà, on privilégie soit la protéine animale, soit les féculents. Respirer, ça peut paraître anodin, mais respirer par le ventre en fin de repas, surtout si vous avez des difficultés en fin de repas. En fait, le diaphragme, donc c'est un muscle qui se trouve juste en dessous du poumon et au-dessus justement de l'estomac, du foie, de ce qu'on a vu là sur les schémas. Donc quand vous respirez avec le ventre, en fait, c'est le diaphragme qui s'abaisse et qui se remonte. Et en fait, ça a un effet de massant sur le système digestif et en général, ça fait beaucoup de bien. Donc, respirer avec le ventre, donc on gonfle le ventre à l'inspiration et on dégonfle le ventre à l'expiration. Attention, c'est pas l'inverse, hein. Donc, apprenez à faire ça. Pour vous aider, vous pouvez mettre une main sur le ventre pour vous aider à voir votre ventre qui gonfle ou qui dégonfle. Voilà. Et sinon, il y a certainement des tutos sur YouTube pour vous aider. Abaisser le niveau de stress, parce que le stress, alors ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le stress, ça provoque la sécrétion de cortisol. Le stress chronique, ça provoque la sécrétion de cortisol. Et en fait, ça va être en stress. C'est une réaction physiologique qui est très importante, qui permet notre survie. Donc, quand on est en situation de stress, le corps, il va privilégier, c'est l'instinct animal en fait, il va privilégier
la fuite ou le combat. C'est comme ça. Ça date de la préhistoire. Parce que à l'époque, les situations de stress, c'était de la vie ou de la mort. Hein. Donc euh, toute l'énergie, en quelque sorte, elle va aller aux muscles, elle va aller à la vision, elle va aller au réflexe, enfin tout pour la survie en fait. Voilà. Pour pouvoir fuir, donc courir ou combattre, de toute façon on a besoin des muscles, tout ça. La digestion, pas de bol si on est en digestion, mais elle s'arrête en fait. Quand on est en stress, la digestion s'arrête. Ça c'est important de le savoir. Si vous êtes en situation, de toute façon en général quand on est en stress, on n'a pas faim. Ah oui, parce que le corps, il n'est pas capable de digérer à ce moment. Donc, si vous vous savez en situation de stress chronique, donc qui est permanent, quotidien, il faut absolument que vous trouviez des solutions pour ça. Ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être la respiration, consulter un sophrologue ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être, il y a beaucoup, beaucoup de sources. Ça peut être les massages. Euh, vous n'êtes pas obligé de vous payer un masseur, tout le monde n'a pas les moyens, mais il y a des outils chez Decathlon. Je sais qu'il y a des appareils pour s'automasser, des choses comme ça. Si c'est ça qui vous fait du bien, peut-être aller voir un psy, peut-être, voilà. Donc, mais c'est important de traiter votre stress. Pour la digestion, vous allez jamais bien digérer tant que vous serez en stress. Et puis, consommer brut, pour terminer, le fait maison à partir d'aliments bruts, donc des fruits, des légumes, des céréales, si possible complètes, pas blanches, des crudités, voilà. Mais pas des plats préparés, pas des pâtes à tartiner, pas des... Voilà. Tout ce qui est préparé par les industriels, ben, essayez d'éviter autant que faire se peut. Après, bon, voilà, on va pas faire sa propre moutarde. Donc voilà, c'est sûr que... Mais privilégier les aliments bruts euh, plutôt que les plats préparés, les surgelés, les choses comme ça. Alors surgelés, si c'est des aliments bruts comme des légumes surgelés, c'est pas un souci. Hein. Mais voilà, aliments bruts. Avec un ou une naturopathe, plutôt une, on va pouvoir aller travailler sur la cause des troubles profonds. Euh, et dans ce cas-là, effectivement, malheureusement, on peut pas vraiment y arriver tout seul. Donc, à quoi va servir le ou la naturopathe? Eh ben, ça va être travailler sur la thyroïde. Là, il y a tout un travail de fond qui est assez long parce que la thyroïde, il y a, de toute façon, la thyroïde, elle a 3 mois de réserve d'hormones dans le corps. Donc, tous les changements qu'on va faire, ils vont mettre du temps. Voilà, ça va mettre au moins 3 mois pour voir des améliorations, mais ça reste un travail qui est important de faire. Et comme je vous le disais, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de la thyroïde, qui sont en hypothyroïdie à des niveaux plus ou moins élevés et qui ne sont pas au courant. Pourquoi? Parce que quand bien même ils ont des signes cliniques, leur médecin généraliste a certainement fait faire des analyses. Donc en général, on fait doser d'abord la TSH. S'il y a un doute sur la TSH, éventuellement on fait doser la T4. Et en fait, je ferai un autre webinaire sur le sujet, mais ces analyses-là, elles ne décèlent que 10% des hypothyroïdies. Donc il y a 90% des personnes en hypothyroïdie qui pensent qu'elles vont bien puisque les analyses sont nickel, qui en fait ont des signes cliniques d'hypothyroïdie et qui juste n'ont pas fait des analyses, les bonnes analyses en fait pour détecter leur hypothyroïdie. Voilà. Donc ça, avec une naturopathe, très important. C'est un travail de longue haleine, mais qui a des effets impressionnants. Renforcer les intestins. Donc, comme je vous le disais, en général, quand on a des problèmes de digestion, les intestins, ils ont
connu des gonflements et donc ils ont été abîmés. Et donc ça, c'est important de les réparer, les renforcer avec un naturopathe pour qu'ensuite, il n'y ait plus d'inflammation, il n'y ait plus de problèmes d'aliments qui passent à travers et qu'il n'y ait plus de carences non plus, parce que du coup, ça provoque aussi des carences. Drainer le foie. Donc, comme je vous le disais, si il y a eu dysbiose, si il y a eu passage d'aliments, le foie, il a été surchargé. S'il a été surchargé, il faut passer par un drainage. Et enfin, soutenir le pancréas pour la production de sucre pancréatique, ça on l'a vu. Voilà, donc ça c'est l'aide que peut vous apporter un naturopathe, une naturopathe, en dehors de ce que vous pouvez déjà mettre en place au quotidien. Et si ça suffit les choses que vous mettez en place au quotidien, tant mieux, hein, parce que si ça se trouve, tout ce qui vous manquait, par exemple, c'était de bien mastiquer. Donc super. Essayez déjà les trucs et astuces du quotidien, et puis si ça suffit pas, appelez-moi. Voilà. Donc on va passer aux questions-réponses. Donc comme je vous le disais en début de webinaire, moi je suis donc naturopathe et sophrologue. Je vous ai mis mes coordonnées sur cette slide. Et donc je pratique principalement à distance et aussi en cabinet dans la région de Sisteron. Voilà, toujours sur rendez-vous. Et je propose d'ailleurs des séances découvertes gratuites où on discute justement du problème que vous rencontrez et de comment un naturopathe peut vous aider. Si c'est la digestion, il n'y a pas forcément besoin de séances découvertes puisque vous avez vu à quoi peut servir un naturopathe dans ces cas-là. Si c'est autre chose et que vous avez des questions, en revanche, on peut bien sûr organiser une séance découverte. Ce qui se passe donc quand on a une séance découverte, surtout quand on fait une vraie consultation, c'est que vous repartez avec un programme complet euh, pour solutionner vos problèmes de santé chronique. Évidemment que la séance découverte gratuite, c'est juste de l'information. Voilà, c'est un échange d'informations, mais il y aura pas de programme complet, évidemment, suite à cette séance. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu où on en est au niveau des questions. Alors, on a une question. Je prends des probiotiques lorsque j'ai des problèmes digestifs. Est-ce la bonne solution? Alors, très bonne question. Effectivement, on n'a pas parlé des probiotiques. Déjà, qu'est-ce que c'est les probiotiques? Donc, ce sont des bactéries, des bonnes bactéries, qui sont utilisées pour repeupler et prendre la place, on va dire, des mauvaises bactéries dans le microbiote. Voilà. Le problème des probiotiques, c'est que ils vont pas régler la cause, en fait. Ça va être une sorte de pansement effectivement, sur le coup, ça va soulager parce que ça va repeupler de bonnes bactéries sur ce moment-là, les intestins. Sauf que ça reste un équilibre, en fait. Et là, on apporte des probiotiques, des bactéries, mais une fois qu'on arrête de les apporter, elles restent pas, en fait. Euh, D'autant qu'on ne sait pas forcément quels sont... En fait, le microbiote de chacun, c'est comme une empreinte digitale. C'est comme votre ADN. C'est unique à chaque individu. Donc, prendre des probiotiques où il y a un certain nombre de souches, effectivement, qui permettent de soulager tel ou tel problème digestif. Ça va peut-être soulager sur le coup. Il y a des personnes chez qui ça fait rien parce que c'est pas les bactéries qui sont dans leur organisme. Mais en l'occurrence, elles vont pas se reproduire entre elles
ça va rester votre microbiote et ça va pas changer votre microbiote. Voilà. Ça va rester votre microbiote qui va continuer de grandir et de se développer. Et ça va pas non plus chasser les mauvaises bactéries. Voilà. Donc, une fois qu'on arrête les probiotiques, en fait, le problème, il revient. C'est comme si on mettait un pansement sur une plaie ouverte. Ça n'a pas grand intérêt, ça suffit pas, on a l'impression que ça va mieux, puis en fait, la source du problème, c'est pas pérenne comme solution. Voilà. On a une autre question. Alors, quel conseil pour une personne constipée depuis de nombreuses années? J'ai l'impression d'avoir tout essayé. Merci. Alors, c'est assez difficile de répondre comme ça, sans avoir plus d'éléments, parce que la constipation, ça peut être dû à beaucoup, beaucoup de choses, notamment, comme on l'a vu, à l'hypothyroïdie. Et du coup, il faudrait que je sache si vous avez d'autres signes d'hypothyroïdie, d'autres signes cliniques. Moi, effectivement, ça me fait toujours penser à l'hypothyroïdie quand c'est depuis longtemps. Voilà. Maintenant, voilà, il faudrait une consultation privée, malheureusement, pour aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Alors, je crois qu'on a une autre question. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, on verra. Le diabète peut-il avoir une conséquence sur la digestion? Oui. Alors, on n'a pas parlé du diabète, effectivement, c'est pas forcément le sujet du webinaire. Mais oui, bien entendu. Pourquoi? Parce que le diabète, c'est un dysfonctionnement du pancréas, en fait. Donc, la conséquence principale que les médicaments vont soigner, c'est effectivement le manque d'insuline, puisque le pancréas, il a une fonction digestive dont on a parlé, et il a une fonction qu'on appelle endocrine, hormonale. Il produit de l'insuline et du glucagon. Et donc l'insuline permet de diminuer le taux de sucre dans le sang, la glycémie. Le glucagon permet d'augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc quand on a faim, pour ne pas tomber en crise d'hypoglycémie, justement, si le pancréas fonctionne bien, il va sécréter du glucagon pour faire sortir, récupérer dans le stock le sucre qui avait été stocké grâce à l'insuline, pour que le taux de sucre dans le sang reste toujours à un même niveau. Donc on parle beaucoup du diabète par rapport au taux de sucre, à la glycémie, mais en fait, c'est un dysfonctionnement du pancréas. Donc, forcément, diabète égale mauvaise digestion, puisque le pancréas, dans sa fonction endocrine, est affecté, mais aussi dans sa fonction digestive, donc dans sa fonction de production de sucre pancréatique. Voilà. Et il faut savoir que, alors si c'est un diabète de type 2, parce qu'un diabète de type 1, qui sont les diabètes qui affectent plutôt les personnes jeunes, enfin qui sont en général génétiques, qui affectent les très jeunes personnes et qui sont à vie, contrairement au diabète de type 2, qui est une maladie qu'on appelle de civilisation, due à, ça peut être génétique, ça peut être héréditaire, euh, mais c'est pas parce qu'on a le gène qu'on va forcément le développer, en fait. Ça dépend de facteurs environnementaux et principalement de ce que l'on mange. Je pense que je ferai un autre webinaire sur le sujet. Mais donc il y a pour le diabète de type 2, il y a énormément de choses que l'on peut faire au niveau naturopathique pour soigner, en tout cas réduire l'avancée du diabète de type 2, ça c'est sûr. Et si il est tout juste diagnostiqué, s'il est récent, éventuellement de le guérir. Voilà. Donc, à discuter éventuellement au cours d'une consultation privée. Voilà, je vois qu'on n'a plus de questions pour le moment.
Donc, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer. Donc, l'adresse est là, contact@charlottecornavin.fr. Et puis, si vous voulez effectivement organiser des consultations, vous pouvez utiliser la même adresse mail ou mon numéro de téléphone. Ce sera avec plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, au revoir.